Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, en ce lundi matin, eh bien, on dirait que c'est le grand calme et on va voir qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a envie de dire, même pour la semaine à venir, ce risque d'être assez calme, tout simplement parce que c'est la semaine d'après, donc après le 14 juillet, que va débuter la saison des résultats. Et avec la saison des résultats, eh bien comme on le sait, il y a toujours des surprises, bonnes ou mauvaises bien sûr, et donc ça assure une certaine volatilité des marchés. Donc là pour l'instant on est dans l'attente et encore une fois, il ne devrait pas se passer grand-chose, si ce n'est quand même des choses intéressantes à vous dire graphiquement sur le CAC 40 notamment, et on n'oublie pas aussi le S&P 500. Alors, regardez déjà avec notre CAC 40. Notre CAC 40, bon, il était orphelin vendredi. Honnêtement, c'était pas une séance bien passionnante. J'avais d'ailleurs dit le jeudi qu'on pouvait commencer à envisager un peu un long week-end, puisqu'encore une fois, les Américains étaient en train de fêter les 250 ans donc de la création des États-Unis et bien évidemment un monsieur Trump qui entendait en tirer un certain nombre de bénéfices. On ne se refait pas. Mais revenons à notre CAC 40, l'orphelin a quand même réussi à gagner 0,39% de hausse. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué que ce fameux CAC 40 était bel et bien enfermé dans une forme d'ornière graphique, avec les 8300 points en bas et les 8400 points en haut. Si il venait à casser les 8300 points, c'était pour les vendeurs un signal assez clair, celui d'aller combler le gap que vous voyez ici et qui est toujours ouvert. Mais il leur fallait ce signal, c'est-à-dire la cassure des 8300 points. Donc, c'était assez binaire comme raisonnement. Soit on cassait 8300 points, soit on cassait, mais cette fois par le haut, les 8400 points. Et jeudi, on a vu qu'il y avait une immense bougie verte, la fusée, la vraie fusée. Et pourquoi cette fusée haussière? Eh bien, tout simplement parce que nous avions une mauvaise nouvelle. Alors, vous allez dire, ça y est, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant le week-end? La chaleur est en train de l'étreindre? Non, pas du tout. Pas du tout. Souvent, lorsque nous avons une mauvaise nouvelle, ce peut être une bonne nouvelle pour les marchés. Et pourquoi? Parce que les marchés sont en train d'anticiper, c'est leur travail permanent, ils anticipent. Et donc, ils voulaient anticiper des mauvaises nouvelles sur le front de l'emploi américain. Pourquoi? Parce que s'il y avait des chiffres décevants, eh bien, on pouvait anticiper le fait qu'il n'y aurait pas pour la Fed un besoin de relever les taux. Et si on ne relève pas les taux, eh bien, bienvenue dans le marché action. Si on relève les taux, il faut quitter le marché action, il faut se précipiter vers le secteur obligataire. Et je dirais même de manière à peine caricaturale que, en réalité, un bon gestionnaire est celui qui devrait dire je ne place euh, mes, mes, mes actifs que sur l'obligataire, parce que je suis raisonnable, et surtout si ce sont des actifs qui ne m'appartiennent pas, et je me contente du secteur obligataire. Alors si le secteur obligataire ne rapporte pas suffisamment, n'a pas suffisamment de rendement, et comme je veux du rendement, soit pour moi, soit pour mes clients, eh bien donc, je suis prêt à prendre des risques vers le marché action. Si je suis ce raisonnement à la lettre, eh bien là, je suis obligé d'aller vers le marché action car
il n'y a pas véritablement de possibilité de hausse de taux dans les mois à venir. Voilà pourquoi jeudi, ça a été effectivement l'effervescence dans le camp haussier, avec pour conséquence graphique extrêmement importante le débordement extrêmement clair des 8400 points. Il n'y a pas eu de discussion. C'est pas la petite bougie bien timide sous les 8400 ou juste au-dessus des 8400 points. Non, là, c'est ce que j'appelle une bougie fusée. Alors vendredi, ça a été ce que l'on appelle l'inertie haussière. Le CAC 40 a continué, il a gagné 0,39%. Et pour ceux qui suivent de très près ces repères graphiques, on n'est plus à 8300 points, on n'est plus à 8400 points. Figurez-vous qu'on a franchi très symboliquement les 8500 points. On est à 8508,07 en hausse de 0,39. Mais, généralement, les mauvaises nouvelles volent en série, comme vous le savez, mais les bonnes nouvelles aussi. Et là, regardez graphiquement, nous avons, j'allais dire, presque un boulevard pour aller rejoindre les 8620 points et pourquoi pas les plus hauts historiques, en gros au-delà des 8650 points. Au passage et toujours graphiquement, on en aurait fini avec ce gap, alors lui c'était un gap baissier qui est ouvert ici depuis le mois de mars. Donc on aurait complètement gommé l'injure graphique sous la résistance des 8620 points. Donc vous voyez que là, objectivement, mais toujours sous un angle graphique, eh bien, on peut tout à fait espérer, rêver un retour vers les plus hauts. Alors, encore une fois, il faut bien comprendre qu'un graphe, il peut promettre des choses, il peut prédire des choses, qu'autant que nous sommes dans un environnement qui n'est pas discutable. Il est bien évident que si l'Iran ou les États-Unis se mettent à lancer des missiles un peu partout, qu'Israël est attaqué, que des puits de pétrole sont attaqués, comblés, etc., etc. Donc bref, un scénario catastrophe, vous oubliez tout ce que je viens de vous dire. Donc il nous faut un environnement stable, mais cet environnement stable, on peut dire déjà qu'on l'a, puisque la communauté financière semble définitivement avoir tourné la page du conflit Iran-États-Unis, pardonnez-moi, et vous regardez ce qui se passe du côté du Brent, nous sommes à des cours quasiment inférieurs à ceux que l'on connaissait avant le début du conflit. Il y a pléthore de pétrole et donc a priori nous avons un cours du pétrole qui pourrait même peut-être nous permettre de redescendre encore un peu. Donc tout va bien Madame la Marquise, et en cette semaine de calme où il ne se passera pas grand-chose, après tout, les vendeurs n'ont pas de raison de ne pas laisser la place aux acheteurs, et si les acheteurs suivent leur ambition, eh bien ils retourneront vers 8620 points. Voilà, donc encore une fois, c'est un espoir, c'est un scénario optimiste, peut-être qu'il ne se réalisera pas tout à fait, mais tout le moins, on peut quand même plus parier pour le camp acheteur que pour le camp vendeur. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, alors là, c'est un peu différent. D'abord, déjà, vous l'avez compris, nous sommes sur la séance de jeudi, puisque vendredi, c'était férié. Or, jeudi, il y a eu beaucoup d'agitation. C'est bien normal, on attendait ces fameux chiffres de l'emploi américain, qui est toujours un événement extrêmement important. Donc, surprise. En gros, je vous l'ai dit, une mauvaise surprise, puisqu'on attendait 110 000 créations d'emplois, on en a eu 57 000. Alors me direz-vous, le réflexe logique serait été de dire, oh là là, ça va mal, donc puisque ça va mal, place aux vendeurs.
Bien non. Bien non, parce qu'on s'est dit là, si effectivement l'emploi ne va pas bien, que va faire la Fed? Elle va un peu oublier ses préoccupations sur l'inflation et elle va commencer à revenir sur sa deuxième mission, à savoir le soutien de l'économie américaine et donc le soutien à l'emploi américain. Donc tous ceux qui étaient en train de parier sur une hausse des taux en septembre sont peut-être dans le faux, peut-être qu'ils étaient en train de se tromper. Il n'y aurait pas de hausse des taux en septembre. Ah ben que voulez-vous, c'est quand même ce que l'on appelle une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle des chiffres d'emploi, bonne nouvelle sur la hausse des taux. Alors, ça me permet de finir un peu cette parenthèse sur la Fed. Monsieur Kevin Warsh, à mon avis, est quelqu'un qui a un peu oublié d'être sot, me direz-vous. Bon, quand vous êtes à ce stade, a priori, c'est assez rare de voir quand même des ânes battés, mais je le trouve plutôt malin. Pourquoi? Parce que voilà quelqu'un qui est nommé par M. Trump. On sait que M. Trump a une ambition, voire une fixation, voire une fixette sur les taux. Il veut qu'on baisse les taux parce qu'il veut absolument qu'on relance la machine américaine. Et pour lui, peu importe l'inflation, ce qui importe, c'est marche ou crève en termes de croissance américaine. M. Kevin Warsh est bien conscient qu'il a été nommé par M. Trump. Pour autant, la marionnette échappe un peu au maître et se souvient que être à la tête de la Fed, c'est quand même être quelqu'un de sérieux et de raisonnable. Et finalement, pour être le plus à l'aise, est-ce que le mieux, c'est de cacher un petit peu ses intentions, donc ne pas froisser M. Trump, et venir dire au marché, écoutez, tous les mois, je viendrai vous dire ce que j'ai envie de faire, ce que nous avons, nous, Fed, envie de faire, mais non, pas de projection, et en cela, je ne me mets pas dans les pas de mes prédécesseurs, notamment Jérôme Powell, qui voulait le maximum de clarté pour les marchés. Alors j'ai envie de dire, on revient un petit peu à la jurisprudence du grand-père, celle de M. Alan Greenspan, souvenez-vous, qui vous venait dire au marché, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Donc bon, nous avions effectivement une Fed plutôt soucieuse d'avoir une grande liberté de mouvement et il semblerait que M. Kevin Warsh finalement revienne à cette jurisprudence. C'est malin, ça lui permet encore une fois de se prémunir des foudres colériques de M. Trump. Alors voilà, le marché est en train de se dire qu'en septembre, il n'y aura pas de baisse des taux. S'il n'y a pas de baisse des taux, ma foi, écoutez, puisque tout va bien, si tout va bien, pourquoi ne pas aller retrouver des plus hauts historiques? J'en finis sur le S&P 500 en vous disant que ce qui est assez intéressant depuis quelques jours, c'est de voir qu'il y a un peu des prises de bénéfices sur les secteurs qui ont tiré tout le monde, à savoir essentiellement les semi-conducteurs et tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Et on voit un Dow Jones qui lui aussi est déjà en train d'aller chercher des plus hauts historiques avec donc des valeurs beaucoup plus traditionnelles. Il y a ce qu'on appelle une rotation sectorielle. Bon, il faut garder ça en mémoire et comprendre que peut-être que la saison des résultats, on va se pencher essentiellement sur les valeurs un peu plus traditionnelles et voir si elles ont des bons résultats. Et s'ils ont des bons résultats, eh bien, elles pourraient être tirées vers le haut. Je pense, par exemple, que le luxe français, ma foi, pourrait peut-être retrouver un peu d'éclat si effectivement les chiffres ne sont pas mauvais et que les opérateurs ont envie de revenir sur le secteur. Voilà mes réflexions en ce lundi matin, à l'aube d'une semaine que je crois un peu calme. Et donc, il me reste à vous souhaiter bon courage face à cette canicule qui, petit à petit, revient et qui, il faut le dire, est quand même très pénible.
Voilà, encore une fois, bonne journée et à demain matin. Merci.